Les résultats, comme je disais tout à l'heure. Donc ce soir, on va vous révéler les résultats de la consultation. Vont suivre une table ronde sur le projet et ce qu'on envisage sur la place des Tuileries, suite à leurs résultats. Et pour commencer, je laisse la parole du coup à Eva Kribi-Ramdan, présidente du groupe des élus du Nous Sommes Massy et conseillère régionale d'Île-de-France. On peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous, chères habitantes, chers habitants. C'est vraiment un plaisir et une surprise de vous voir si nombreuses et nombreux ce soir. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette soirée qui marque, je crois, une étape assez inédite dans l'histoire de Massy, puisque voilà quelques mois que nous échangeons de façon très informelle sur les marchés, dans les échanges qu'on peut avoir dans les différents quartiers de la ville. Et après 2 mois de consultation autour de la question pour ou contre le stade du PSG à Massy, nous voici enfin réunis pour en présenter les résultats, et je sais qu'il y a un peu de suspense sur le sujet. En tout cas, je veux vous remercier d'être aussi nombreux et remercier les journalistes qui ont aujourd'hui fait le déplacement parce que il ne se passe pas rien en ce moment à Massy. Pendant ces 2 derniers mois, on a, je crois, mené une démarche assez exceptionnelle, une consultation populaire, ouverte, joyeuse, malgré les inquiétudes, parfois la colère que vous avez pu exprimer. Une démarche qui a rassemblé des milliers d'habitantes et d'habitants, tous les âges, tous les quartiers, toutes les sensibilités politiques étaient représentées, chacun venant partager son avis, ses arguments, ses fortes inquiétudes, parfois son enthousiasme, au contraire. En tout cas, tout le monde avait sa place dans cette consultation et c'est comme ça qu'on a voulu la tenir. On a voulu la tenir après une période pendant laquelle on a pourtant, depuis l'année dernière, demandé qu'il y ait un référendum citoyen dans notre ville. La demande, nous l'avons formulée assez tôt, au début de l'année dernière, puis nous l'avons formalisée dans le cadre des débats du conseil municipal, formalisée à travers une motion. Et donc, au mois d'avril, on l'a réitéré, cette demande, et puis on l'a réitérée à nouveau au mois de juin. Il nous a été opposé un refus par la majorité en place, qui considérait qu'organiser un référendum, c'était binaire et que ce n'était pas la conception de la démocratie qu'ils partageaient. À la fin de l'été, après que nous ayons organisé une pétition, vous avez été, il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui l'avaient signé à l'époque, 1200 signataires d'une pétition pour exiger ce référendum, qui, vous l'avez compris, a été refusé. Et à la fin de l'été, finalement, la majorité municipale nous a dit pourquoi pas maintenant un référendum, mais après les élections municipales. La manœuvre est évidemment assez habile. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est retroussé les manches et qu'on a dit non, nous ne prendrons pas en otage les Massiccois, nous ne les laisserons pas se faire prendre en otage et on organise une consultation citoyenne dans les formes les plus réglo possibles. Et donc on a travaillé à un règlement intérieur de cette consultation pour éviter qu'il y ait les doublons, les biais, etc. Et pendant 2 mois, de fin septembre à fin novembre, vous avez joué le jeu. Et les Massiccois ont été nombreux à jouer le jeu pour que cette consultation soit une réussite. Ces échanges qu'on a eus avec vous, ils ont été riches, ils ont été constructifs, ils ont permis d'approfondir notre projet pour la ville et de mieux faire connaître la vision que nous portons pour Massy, pour vous, les Massiccois. En musique, ça va aussi. Alors, pourquoi on a organisé une consultation? Cette consultation, parce qu'il s'agissait pour nous avant tout d'un enjeu de démocratie locale. Parce qu'il nous semblait important de redonner ou de donner la parole aux Massiccois sur une décision aussi structurante et sur le principe même que notre ville accueille ce projet et pas un autre projet. Et la démocratie locale, c'est une valeur cardinale à Nous Sommes Massy, cette association que nous avons créée il y a 6 ans et qui, semaine après semaine, mois après mois, année après année, a cherché à vous informer des débats municipaux, et celui-là, je crois qu'il vous a particulièrement intéressé.
C'est une valeur cardinale à nous sommes Massy parce que nous défendons la participation des habitants aux grandes questions qui nous concernent, qui concernent notre avenir. Or, à l'approche des municipales, il est vite apparu que la majorité ne souhaitait pas ouvrir ce débat, redoutant probablement un risque électoral. Sauf que, il faut que les gens puissent juger sur pièce. Si on ne sait pas pourquoi on vote, pour qui on vote et pour quel projet on vote, c'est extrêmement piégeux. Rappelons-le, aucun vote du conseil municipal n'a validé la candidature de Massy auprès du Paris Saint-Germain, aucun. Une candidature déposée sans concertation et dans l'opacité la plus totale, y compris vis-à-vis des élus du conseil municipal que nous sommes, puisque nous n'avions eu aucune information jusqu'au mois d'avril sur les éléments du projet. Absolument aucune. D'ailleurs, la première délibération qui est passée et à laquelle nous nous sommes opposés, elle a été présentée au mois de juin pour faire signer un protocole d'accord entre la ville de Massy et le PSG, actant des études payées pour 8 millions d'euros par le PSG. Donc vous voyez bien à quoi visent les études. Elles ne visent pas à servir les intérêts des Massickois, mais bien à porter, à convaincre de l'intérêt du projet du PSG. Et pour quelques centaines de milliers d'euros, 600 000 euros environ, financés par la ville de Massy, alors que dans le même temps, on avait bien d'autres priorités à financer au cours de l'été, où on a vu un certain nombre de nos équipements fermés en pleine canicule. Et ben, le choix qui a été fait, ça a été de mettre cet argent ailleurs. On a donc pris nos responsabilités, et donc voilà, la suite, vous la connaissez. Mais même là, le compte n'y est pas. Si le maire a finalement accepté à contre-cœur cette idée de référendum et qu'il a programmé après, il l'a fait, vous l'avez compris, uniquement après avoir signé le protocole d'accord avec le PSG. Il a promis la tenue du référendum bien après les élections municipales et au plus tôt à la fin de l'année 2026, en esquivant le rendez-vous majeur où les habitants décident des grandes orientations pour leur ville. Et pour nous, il était hors de question que ce projet si impactant pour votre vie à vous soit absent du débat public pendant la campagne. C'est bien de ça dont il s'agit. Quelle vision nous avons de la ville de Massy dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour nos enfants et les générations futures, mais aussi pour nous. C'est pourquoi on a offert aux Massickois et aux Massickoises cette possibilité de s'exprimer clairement. Et ils l'ont fait massivement, joyeusement, bien au-delà de nos attentes. Et on vous rappellera dans un instant les résultats. Donc, du coup, j'appelle Adrien à me rejoindre. Il a fait partie de cette équipe incroyable qui n'a pas compté ses heures, qui a tout organisé, qui s'est mobilisé comme jamais pour la réussite de cette consultation inédite. Et je veux vraiment remercier maintenant l'ensemble des bénévoles. Ils ont été des dizaines à venir à votre rencontre sur les marchés, sur les places publiques, parfois au porte-à-porte, tous les jours, après le travail, parce que nous sommes tous bénévoles. En réalité, on a un travail toute la journée et on vient à votre rencontre le soir. Et ce temps, on l'a pris, ce temps précieux, on l'a pris parce qu'on voulait donner la parole et parce que la question de la démocratie, de la participation citoyenne, la question de cette démocratie qui vous était confisquée se posait. Et donc, moi, je veux qu'on applaudisse les dizaines de bénévoles qui ont permis qu'on tienne le bureau de vote tous les soirs, le samedi, le dimanche, sur les marchés, et qui vous ont permis de vous exprimer. Et donc, je laisse la parole à Adrien, président de l'association Nous Sommes Massy, qui va nous présenter les résultats. En tout cas, qui va expliquer la mobilisation. Je vais commencer par comment on a procédé. Donc, comme disait là, en quelques secondes, je vous explique comment on a procédé pour arriver au résultat. Donc, on a recueilli 3571 votes en ligne et en présentiel. Vous savez qu'en présentiel, quand j'appelle présentiel, c'est les points de vote qu'elle a évoqués dans la ville. On en a tenu pratiquement tous les jours depuis le 18 septembre. Pratiquement tous les jours, il y avait un lieu dans Massy où nous étions présents. Et on a du coup récolté 3571 votes. Sur ces 3571 votes, évidemment, quand on applique le règlement qu'on a construit, parce qu'on essaie d'être le plus juste possible, on a retiré les votes des extérieurs de Massy, parce qu'on avait dit que le vote ne serait que pour les Massickois, mais on a quand même recueilli dans le formulaire, il y avait quand même le quartier Nous Sommes extérieur de Massy. On a retiré qui nous permettait de vérifier que le mail était correct, on a retiré les mails qui étaient en erreur. Quand on enlève les 3 catégories que je viens de donner, on en enlève 1029 qui étaient invalides, et donc on va vous présenter le résultat sur les 2542 votes valides. C'est quand même une grosse proportion, c'est pratiquement 71% des votes qui sont valides, et donc là on va pouvoir procéder
Et déjà, la participation est extraordinaire. Il faut savoir que quand il y a des référendums locaux dans un certain nombre de villes, le taux de participation n'atteint que très rarement celui-là. Donc vraiment, bravo, 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 surtout aux Massiccois qui se sont mobilisés. C'est déjà une grande victoire démocratique d'avoir recueilli autant de participation. Et donc on peut passer au résultat. Tant attendu. Tant attendu, donc on a un petit décompte. 3, 2, 1... C'est parti, 74% sont contre et 26% sont pour le stade du PSG à Massy. Donc, je te laisse la suite. D'abord, bravo, je ne sais pas si ça fait plaisir à tout le monde, mais en tout cas, je veux applaudir la démocratie qui s'est exercée dans notre ville. À partir de ce soir, chers habitants, la majorité municipale, comme le Paris Saint-Germain, ne peuvent plus ignorer un résultat aussi net. Nous en avions l'intuition. Nous avons tenté de tenir ce vote dans les conditions les plus transparentes possibles. Et donc, ce résultat est extrêmement clair. Quant au maire sortant, il ne peut plus continuer à se retrancher derrière l'attente des études pour fuir le débat, parce que, on le voit bien, la plupart des habitants voulaient s'exprimer sur le principe même avant d'aller chercher les impacts, mais sur le principe même de l'installation de ce type d'équipement qui ne leur semble pas être prioritaire. Et donc je crois que c'est une question d'honnêteté. Les habitants ont le devoir de savoir quelle est la position des élus, quels qu'ils soient, le maire, l'opposition, à 3 mois des municipales, vers quel projet chacun penche. Il en va, je crois, de l'avenir de notre ville, mais aussi de la transparence que nous vous devons sur nos positionnements, et le nôtre sera extrêmement clair. Des centaines de Massiccois viennent de se prononcer clairement, sans attendre les études, car ils savent bien ce que représenterait un tel équipement dans leur vie quotidienne, et 3/4 d'entre eux n'en veulent pas, et c'est également notre avis depuis le départ, puisque nous avons signalé nos vives réserves, même s'il peut y avoir des avantages à ce projet. Nous avons exprimé de vives réserves sur le principe de consacrer 20 hectares au cœur de notre ville à la construction d'un stade de 80-90 000 places. Alors, on va pouvoir en échanger dans quelques minutes, vous aurez la parole, mais on a décidé on travaille maintenant depuis plusieurs années sur les questions d'aménagement dans notre ville, et depuis maintenant plusieurs mois, singulièrement sur cette question de la zone de la Tuilerie. Vous savez, il y avait des projets qui étaient en réflexion, d'ailleurs en lien avec les habitants. Nous-mêmes, on a imaginé des choses, on a consulté, on a réfléchi, on est allé voir des techniciens. Et donc, c'est ça qu'on souhaite vous partager aussi ce soir. Vous dire qu'il ne s'agit pas de refuser, mais il s'agit aussi de réfléchir ensemble à quel autre projet pour ce secteur, parce qu'il ne s'agit pas de laisser du bitume en plein cœur de notre ville. C'est très moche. D'ailleurs, nous avions reçu le label de lutte contre la France moche de la Caisse des dépôts et consignations. Ça veut quand même dire quelque chose. Toute l'énergie que nous déployons depuis 10 mois, elle s'explique d'abord par la certitude que ce projet de stade est un mauvais projet pour l'avenir de la ville, qu'il est risqué et qu'il est inutile d'attendre des études financées par le PSG pour s'en convaincre. Comme vous le savez, les études, telles qu'elles se feront et telles qu'elles sont financées, elles viseront une chose, c'est de vous convaincre de l'intérêt de ce projet et de créer les conditions, étape après étape, réunion publique après réunion publique, que vous n'ayez plus de doute sur l'intérêt du projet, mais que vous en soyez à réfléchir aux impacts. C'est vraiment une stratégie de communication très connue. Elle s'explique, cette énergie aussi, car nous portons depuis des années un projet de quartier équilibré pour la zone de la Tuilerie qui s'oppose au gigantisme et au prestige pour mieux défendre la sobriété et l'utilité réelle au quotidien des Massiccois. On n'est pas contre le sport, encore moins contre le foot. Je crois qu'il y a beaucoup de supporters de foot et même de supporters du PSG dans cette salle, mais nous nous opposons à la logique financière de ce projet déconnecté de nos besoins réels, de nos besoins du quotidien. Et donc pour en parler, j'invite maintenant à cette table ronde Karim Ben Slimane pour animer la table ronde sur l'avenir de la zone de la Tuilerie, ainsi que les invités. C'est toi qui les appelles, Karim, les invités? Oui, je vais appeler Mathieu. Il faut dire les noms, les fonctions. Oui, je vais les présenter. Jean-Baptiste, Nina et puis Roger.
Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on a des sièges, et comme ceux du fond ne vont pas nous voir si on est assis, celui qui s'exprimera se levera. Comme ça, vous pourrez les voir. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis massiccois depuis plus de 33 ans. Je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé dans la gestion de plusieurs projets, de grands projets d'aménagement et d'infrastructure. Et je vais présenter donc les membres de cette table ronde. Moi, je vais faire que poser des questions, c'est eux qui vont parler. Donc, il ne faut pas me tromper, dans le désordre. Roger Delnegro, qui est un élu d'opposition au sein du groupe Nous sommes Massy, c'est un ancien directeur d'école très connu sur Massy. Il est membre du parti des écologistes et il nous présentera les conséquences et les impacts qu'on peut attendre d'un tel projet d'aménagement pour la ville. Ensuite, on a Mathieu Rompière, qui est membre fondateur de l'association Nous sommes Massy. Il suit particulièrement ce projet, il a fortement soutenu l'ensemble des investigations qu'on a fait. Projet qui, je le rappelle, est là, on l'a dit, est très très soutenu par la majorité sortante de la mairie. Et il nous expliquera quelles sont les intentions du PSG et où en est actuellement le processus décisionnel. Parce que ça peut vous paraître un peu compliqué et pour expliquer d'une manière un peu plus détaillée. Ensuite, on a, je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux. On a Nina Ranchor, qui est la plus jeune d'entre nous, qui est une paysagiste designer, qui est fraîchement diplômée de l'École nationale supérieure des paysages à Versailles. Et elle a eu l'occasion, dans le cadre de ses études, de faire une proposition d'aménagement très inspirante et élégante sur cette zone de la Tuilerie qu'elle va vous faire découvrir. Et enfin, le dernier membre de cette table ronde, c'est Jean-Baptiste Grenier, qui est un ingénieur de la territoriale, il n'aime pas ce mot, mais on peut le dire, c'est un spécialiste des questions d'aménagement et qui connaît bien les rouages que peuvent avoir les collectivités publiques et l'État pour réfléchir à des aménagements qui répondent un peu mieux aux aspirations des habitants. Bon, qui travaille dans une ville à peu près similaire à Massy. Oui, il est directeur général adjoint des services, je crois, je ne suis pas sûr de donner ton planification écologique. sur la planification écologique sur une grande ville de banlieue, pas très loin d'ici. Voilà, alors je vous invite à vous asseoir et puis celui qui s'exprimera pourra se lever, vous ferez comme vous voulez. Alors, la première question, c'est faire le point sur le processus. Donc, je vais poser cette question à Mathieu. Cher Mathieu, à quelle étape du processus sommes-nous concernant ce projet de stade? Voilà, il y a un deuxième micro. Bonsoir à tous. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de stade, il est très très sérieux. Le PSG investit beaucoup dans les études, 8 millions d'euros sur Massy, 8 millions d'euros aussi, évidemment, sur l'autre ville. C'est Poissy, oui. Oui, pardon. Alors, le PSG, il souhaite être propriétaire de son enceinte. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, avec le Parc des Princes, à Paris. Et quand bien même il en deviendrait propriétaire, eh bien, cela ne correspond plus aux ambitions qu'il souhaite pour son enceinte, puisqu'il souhaite créer un pôle de loisirs de 5 hectares. C'est un stade, mais c'est aussi une arena pour attirer des concerts, 80 000 à 90 000 places. Ce sont aussi des bars, des hôtels, des restaurants, mais aussi des logements, a-t-on appris lors de la dernière réunion publique. Et à la question de savoir si tout cela loge sur le site de la Tuilerie, oui, ça loge. On a fait une incrustation ici, c'est le stade de Wembley dans le nord de Londres, c'est 90 000 places. Bah, ça loge sans problème. Le diamètre du stade de Wembley, c'est 275 mètres, ça loge dans la zone des Tuileries. Et ça loge aussi, alors là, il n'y a que le stade, mais vous voyez bien qu'il y a la place pour le reste, hein, les restaurants, les bars, etc. Alors, il y a Carrefour qui va se déplacer dans la zone ici, donc quoi qu'il arrive, hein, si c'est un projet ou un stade, Carrefour il se déplace dans cette zone, ici. Et donc ça va être une taille un petit peu plus réduite, mais il reste de la place évidemment pour les ambitions du projet du PSG. Si on veut faire un point rapidement sur le processus, la chronologie du processus, donc c'est en juin effectivement que la candidature de Massy a été retenue, et celle de Poissy aussi, a été retenue par le PSG, et dans la foulée, eh bien, tu l'as dit, et là, il y a eu une signature du protocole sur les études.
En automne, là, normalement, il était prévu des ateliers participatifs avec les habitants, c'est ce qu'avait annoncé la municipalité, mais visiblement, c'est plus d'actualité. Par contre, il y a eu une balade urbaine sur le site pour se rendre compte un petit peu de l'impact des enjeux, en tout cas des deux projets, hein, le quartier, le stade. Les études se poursuivent, elles vont se poursuivre encore un an. Et puis dans un an, eh bien, il va y avoir la publication des études et puis le référendum que nous a promis la majorité municipale. Et à la fin de l'année 2026, eh bien, le PSG indiquera quel est le site qu'il aura choisi. Donc voilà pour le point d'étape. Alors, je veux bien, la suite. Bon. Ouais, non, mais c'est bon. Rapidement, pour ceux qui avaient assisté à la réunion publique du 15 octobre, on en a tiré un certain nombre de conclusions. On a vu un petit peu plus précisément quel serait l'impact. Alors, ce n'est pas seulement la zone de la Tuilerie qui va être impactée. C'est une opération d'urbanisme gigantesque. Il va falloir réadapter les gares. Et le maire lui-même l'a affirmé, elles ne sont pas adaptées pour un flux de spectateurs. C'est 40 000 à 50 000 spectateurs qui sont attendus minimum par l'heure. Alors qu'on vient de terminer les travaux d'aménagement des gares. Oui. Donc il faudrait les réaménager. Massy-Verrières, Massy-Palaiseau. Il va y avoir l'arrivée évidemment de la ligne 18 avec la station Massy-Opéra. On nous annonce aussi l'arrivée entre 8 000 et 10 000 véhicules à chaque événement, que ce soit concert ou stade, ce qui nécessite aussi la construction d'une bretelle autoroutière en zone sud, ici, et ça supprime aussi ça suppose aussi le sacrifice d'à peu près une vingtaine d'hectares de terres agricoles pour faire uniquement des parkings. Voilà. Donc, après, il y a la question des îlots de chaleur, etc. Donc il y a encore 25 hectares de terres agricoles qui sont urbanisables à Massy, et donc ce serait destiné en grande partie à faire des parkings, si ce projet venait à devenir réalité. Donc le carrefour se déplacer. Autre chose qu'on a appris aussi, c'est que la départementale 188, la 4 voies qui coupe en deux Massy, il y aurait une partie donc, qui serait recalibrée pour faire un cheminement piéton de la station Massy-Opéra jusqu'au stade. Donc là aussi, c'est une implication, c'est encore des travaux. Donc vous voyez que l'échelle du projet, c'est pas que la zone des Tuileries, c'est bien plus. Et on parle beaucoup, nous sommes assis d'un projet en fait de ville-stade, littéralement, puisque tous nos équipements publics, nos infrastructures de transport vont être impactés par ce projet. Donc ça, faut vraiment l'avoir en tête aussi. C'est une échelle beaucoup plus large. Voilà pour la carte d'aménagement. Alors, nous sommes assis à mener son propre travail d'analyse du projet, mener des consultations, lire des rapports. Il va nous présenter quelques grandes lignes des conclusions de ce travail. Mais il y a un point que j'avais remarqué, qu'on a tous remarqué, c'est que la majorité actuelle semble n'avoir qu'un seul argument en faveur de ce projet, c'est les retombées économiques. On nous fait rêver moins et merveille au sujet des retombées économiques d'un tel projet. Alors qu'en est-il vraiment, Mathieu ? Donc là, nous sommes assis, on a regardé les retombées économiques effectivement d'un tel projet, puisque c'est le premier argument qui vient, notamment de la part du PSG, mais aussi de la municipalité. Alors, on a analysé des projets similaires, notamment des stades aux États-Unis, que les instances dirigeantes du PSG ont visité d'ailleurs cet été. Donc ça nous a intéressé de voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il en était de ces projets. On a regardé des exemples français aussi, alors à moindre échelle évidemment. Et ces analyses qui ont pu être faites, mais qui sont tirées d'études, on n'a pas étudié, on a lu des études, on a lu des rapports, et clairement, ce type de projet ne stimule pas l'économie locale. C'est pas si automatique que ça. On peut parler de l'emploi d'abord. Donc, les emplois générés pour la construction, pour l'exploitation, ce seront des emplois temporaires, précaires, mal rémunérés, en tout cas pas des emplois durables, et pas le type d'emploi que nous, on souhaite privilégier dans notre projet pour Massy. Quant à l'augmentation de la valeur immobilière, ça c'est aussi un argument qu'on entend beaucoup, et qui est souvent mis en avant d'ailleurs par les agences immobilières de Massy. C'est impossible à prévoir, on ne sait pas. Les nuisances peuvent tout à fait déprécier la valeur des biens immobiliers, et puis si d'aventure les prix de l'immobilier augmentent, cela rendrait la vie encore moins accessible aux familles,
en recherche de logement. Et ça accentuerait à nouveau un peu plus encore la gentrification qui a lieu à Massy. Et nous, ce n'est pas tout à fait le projet qu'on porte pour la ville. On parle aussi des retombées fiscales, potentiellement très importantes pour la ville. Là aussi, il ne faut pas s'attendre à une manne miraculeuse. Et puis, il ne faut pas croire non plus qu'un tel projet 100% privé ne va rien coûter aux contribuables. Ça, c'est pas vrai. On peut prendre l'exemple du Groupama Stadium de Lyon, qui a nécessité 202 millions d'euros d'argent public, 430 millions d'euros de la part des investisseurs privés. Là, ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Donc ça coûte à la collectivité publique, même lorsque le projet est privé. Pourquoi? Parce qu'il va falloir envisager, on l'a dit, l'agrandissement des gares, la gestion des déchets, le redimensionnement des réseaux. Alors il y aura des compensations du PSG, c'est sûr, mais elles ne couvriront jamais tout à fait la dépense publique. Ça, il faut l'avoir en tête aussi. On dit aussi que le stade pourrait dynamiser l'activité locale et l'ensemble des quartiers. On s'est rendu compte que pour certains stades aux États-Unis, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'effet forcément multiplicateur de l'activité locale. C'est l'inverse qui pourrait se passer, car il y a un fort risque que l'activité des bars, des restaurants aux abords du stade ne vienne quelque part cannibaliser les autres zones de convivialité qu'on a à Massy, place du Grand Ouest ou place de l'île européenne. Et je pourrais bien que les commerces qui sont présents, ou les restaurants, les bars qui sont présents sur ces places-là, ne s'en remettent pas tout à fait ou soient fragilisés, faute d'une clientèle qu'ils auraient pu avoir lorsqu'il y aura des grands matchs les soirs. Donc les soirs où elles peuvent faire l'essentiel de leur chiffre d'affaires, peut-être qu'une grande partie du public, même celui qui n'aura pas assisté au match le soir, viendrait dans cette zone, parce que l'objectif du PSG, c'est créer une sorte de petit centre-ville qui soit animé, et même au-delà de la fin du match. Donc il y aurait une nouvelle zone de convivialité et qui pourrait en fait tout simplement être de la concurrence pour les autres zones de convivialité et les places que l'on a déjà. Et autre risque, et je finirai là-dessus, et c'est peut-être le plus important en fait, c'est que ce projet repose uniquement sur la réussite sportive d'un club, mais qui ne sera pas éternellement au sommet. Prenons l'exemple du stade à Bordeaux, le stade Matmut Atlantique, qui a été construit en 2016 pour l'Euro. On vantait déjà à l'époque le modèle financier, partenariat public-privé. 10 ans plus tard, c'est un gouffre financier. Le club résident, qu'on disait solide, s'est écroulé. Et c'est désormais la collectivité locale qui paye 20 millions d'euros d'impayés. Alors si le PSG chute, si les actionnaires ils se désengagent, c'est Massy qui trinque. Et qui se retrouve avec une nouvelle friche, et bien pire que celle qu'on a actuellement sur moins X%. Et ça, c'est cette notion d'incertitude qu'il faut avoir en tête. Ce projet-là, en vérité, on ne sait pas ce que ça va donner pour l'avenir. Par contre, on peut très bien appréhender les impacts dès maintenant, et ce n'est pas nécessaire d'avoir des études pour ça, on s'en doute ce que c'est qu'un stade, en vérité. Merci Mathieu. Alors, maintenant, je me retourne vers... Je me retourne vers Roger. Autre question cette fois-ci. Les habitants, on l'a ressenti pendant nos séances de votation, sont très inquiets des nuisances potentielles. Le PSG, lui, il affirme qu'elles seront faibles en prenant l'exemple du Parc des Princes, où tout se passe bien selon lui. Alors, qu'en est-il vraiment, Roger ? Eh bien, je pense que les gens qui ont peur des nuisances ont tort. Parce qu'il suffit d'aller sur le site de la ville de Massy et vous y trouverez une vidéo qui a été mise en ligne par la mairie suite à la visite de fin septembre d'une quinzaine de Massicquois qui ont été tirés au sort et qui sont donc allés passer la soirée là-bas pour le match PSG-Auxerre, je crois. Et si vous allez voir ce film, vous vous apercevrez qu'en fait, c'est vrai, aucune nuisance. Tout va bien. Les gens qui vont au stade se déplacent très tranquillement. Il y a très peu de forces de l'ordre. Tout va bien. On se croirait donc au pays des bisounours. On aurait pu garder ça, sauf qu'on s'est aperçu qu'il existait... Est-ce que ça va le son? Oui. Ok, parfait. Oui. On s'est... Voilà, c'est ce qui me semblait. On s'est aperçu qu'il existait une association
l'association de protection et de défense des riverains du parc. Donc on s'est dit que s'il y avait une association qui avait cet intitulé-là, c'est qu'il devait y avoir des raisons. Donc on est allé voir qui étaient ces gens-là, et on a pu discuter un petit peu. Alors évidemment, ils ne racontent pas du tout la même histoire, eux. Ce qu'ils disent, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à la fois proches du Parc des Princes, et proches du parc Jean-Bouin, qui est utilisé par le Stade français. Et dans ce stade-là, il y a souvent des événements du style défilé de mode ou concert. Donc en fait, ils se retrouvent dans la même situation que la nôtre potentiellement, puisque l'investissement du Qatar consisterait à mettre en place un équipement qui recevrait à la fois les matchs de foot et d'autres événements pour rentabiliser l'investissement. Donc eux, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont les nuisances sonores importantes liées aux événements, des nuisances liées au stationnement des voitures, des motos qui viennent se garer là, et aussi, alors c'est le plus anecdotique, les cars régis des chaînes de télé qui mettent en place des groupes électrogènes, qui s'installent pour manger parce que les soirées sont longues. Donc là, c'est ce genre de nuisance-là. Ils évoquent aussi évidemment le flux de la foule des gens, des spectateurs. Bon, a priori, à l'aller, pas trop de problèmes, à part des chants de spectateurs qui sont bruyants, mais bon, juste ça. Par contre, le problème, c'est le retour. Parce que parmi tous ces gens-là, il y en a une petite partie qui a souvent exagéré un petit peu sur l'alcool. Je répète, c'est une petite partie, mais ça suffit pour qu'il y ait des cris très tard dans la nuit, pour qu'il y ait des bagarres, pour que les gens urinent sur les trottoirs, devant les portes, et que le lendemain matin, on trouve plein de déchets dans la rue. Et là, je suis sur le niveau 1, on va dire, mais il arrive parfois, lors des grands événements, qu'il y ait carrément des affrontements. Alors là, ce n'est pas tous les dimanches, évidemment, mais de temps en temps, et vous avez dû en entendre parler, il peut y avoir des bagarres de supporters, donc là, on est vraiment dans la violence, avec intervention des forces de l'ordre, utilisation de gaz lacrymogènes, donc voilà. Donc là, deux histoires, une les bisounours et l'autre pas les bisounours. Si je peux me permettre de rajouter, moi j'ai un ami qui a un appartement juste en face du Parc des Princes, qui est au Boulogne. Le quartier est en état de siège à partir de 14 h. Il est encerclé par des gendarmes mobiles ou des CRS. Bon, ça, à la limite. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas recevoir du monde. Quand il veut inviter du monde chez lui, il regarde le planning, le calendrier du championnat de France. Parce que c'est impossible de se garer. Les appartements qui sont au rez-de-chaussée ont tous un double vitrage en plexiglas pour se prémunir des jours, un imbécile, 2, 3, une dizaine. Quand vous avez une foule de 45 000 spectateurs, là on va passer à 80 000, il y a toujours suffisamment d'imbéciles pour balancer une bouteille, n'importe quoi sur les carreaux. Voilà, donc je voulais me permettre de rajouter ce point en termes de nuisance. Alors, Roger, tu as parlé des nuisances, mais tu n'as pas parlé de l'impact, on s'attendait à ce qu'on en parle, de l'impact écologique d'un tel projet. Alors, que disent les études? Oui, tu t'attendais à ce que j'en parle. Oui. Bon, en fait, oui, l'impact écologique d'un tel équipement est assez important. Moi, ce qui m'a étonné quand même, c'est d'une part que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup venu lors de nos votations citoyennes. La plupart des gens avec qui on a pu parler ont surtout évoqué les nuisances et les craintes qu'ils pouvaient avoir, ou même parfois les enthousiasmes qu'ils avaient en pensant que c'était un bon projet. Du côté du PSG et de la mairie aussi, cet aspect-là n'est vraiment pas du tout abordé. On a même une citation du maire qui s'est exprimée sur une radio en juin et qui disait les gens qui vont décoller de Orly pourront avoir un œil sur le stade. Alors moi je trouve ça assez amusant parce que les gens qui prennent l'avion, ils ont le droit de prendre l'avion bien sûr, mais ils sont en train d'utiliser donc un moyen de transport très polluant et ils pourront regarder par le hublot un équipement très polluant. Donc du coup oui, j'étais assez étonné de ça.
Et pourtant, donc, on est quand même en crise écologique, et il me semble qu'on devrait plutôt chercher des orientations vers ce qu'on pourrait appeler une sobriété climatique. Or, avec un stade, on en est loin. Donc, j'ai pris quelques sources d'informations auprès d'une association qui s'appelle The Shift Project, qui a travaillé sur l'impact du sport au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et je vais être très rapide pour vous donner quelques chiffres importants. Lorsque on fabrique un stade, vous imaginez bien qu'on va utiliser du béton, enfin, un tas de choses, et on est en mesure, grosso modo, de quantifier la masse de gaz à effet de serre qui sont émis. Alors, en gros, pour un stade, on prend 60 000 places par exemple, on arrive à 33 000 tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis. Alors, je vous dirai tout à l'heure à quoi ça correspond, parce que c'est un grand chiffre, un grand nombre, mais bon. Mais une fois qu'on a ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vous allez gaspiller, vous allez aussi émettre des gaz lorsque vous allez faire fonctionner votre équipement. Chauffage, éclairage, ramassage des déchets et tout ça. Et donc là, on se retrouve avec une fourchette entre 2000 et 5000 tonnes par an. Alors vous allez me dire que la fourchette est grande, ça dépend des options. Parce que vous pouvez avoir une option pelouse chauffée. Et celle-là, elle explose les coûts. Voilà. Et ce qui est très important aussi, c'est l'usager, le supporter. C'est-à-dire que lui aussi, il émet des gaz à effet de serre. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que si vous faites un match très local, alors on va dire par exemple Verrières PSG, on va arriver à 50 tonnes. Mais là j'exagère. Par contre, si vous faites un match régional, par exemple Massy-Boissy, on peut facilement arriver à 200 tonnes. Et là où tout va exploser, et ça sera le cas sur ce stade-là s'il existe, c'est sur les matchs internationaux. Et là on arrive à 5000 tonnes. Alors comment on le calcule? On fait un mix des transports utilisés entre le train, le bus et surtout l'avion. Et donc on arrive à des quantités phénoménales. Donc, en gros, une fois que vous avez ces chiffres-là, si je vous dis que globalement un Massicois émet entre 5 et 7 tonnes par an, eh bien je vous dis qu'un match international en 1h30 émet autant que 800 Massicois en un an. Voilà, c'est juste pour en parler. Donc, je finis en disant que Karim a spécifié que je faisais partie des écologistes. Nous, notre analyse de cette situation-là, à l'aune de ce que je viens de vous dire, c'est qu'un tel stade n'a sa place ni à Massy, ni à Poissy. Voilà. Merci Roger. Maintenant, je vais me tourner vers Nina qui va pour discuter de la proposition sur laquelle elle a travaillé. Alors j'ai lu attentivement son mémoire et c'est vraiment hyper intéressant. Ça nous apprend plein de choses sur la ville de Massy. Alors première question pour toi Nina, c'est dans quel cadre tu as réalisé, vous avez réalisé ce travail et pourquoi Massy? Donc, je l'ai réalisé dans le cadre de mes études, le dernier projet pour être diplômée. Et j'ai choisi Massy parce que ma grande sœur y habite. J'avais l'occasion de faire le trajet depuis la gare de Massy-Palaiseau jusqu'au vieux Massy. Et j'étais très intriguée par la différence d'architecture par laquelle on traverse. Et aussi un peu mal à l'aise en tant que piéton pour traverser la ville. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à Massy et parce que je pouvais y aller souvent et aller à la rencontre des habitants et de la ville régulièrement. Merci. Alors, avant de réfléchir sur ta proposition d'aménagement, tu as étudié le territoire de Massy, dans sa globalité, son histoire, sa géographie, et tu as même rencontré des habitants pour récolter leurs ressentis. Alors, quels ont été les constats, globalement? Alors, le constat, c'est qu'il y avait beaucoup de choses positives de la part des habitants, que Massy, c'est une ville très bien desservie, on peut aller rapidement un peu partout. Il y avait aussi une vie associative très forte qui était appréciée. Mais par contre, il y avait des besoins qui étaient relevés un peu par beaucoup de personnes, notamment
le fait que c'est difficile en tant que piéton ou cycliste de se balader dans Massy alors que la ville a une échelle qui le permettrait. Qu'on ne se sent pas forcément en sécurité, que les tunnels par exemple c'est désagréable. Et une envie aussi de se connaître entre quartiers. On avait tendance un peu à faire quartier et qu'on ne connaissait pas forcément tous les quartiers et l'histoire de la ville. Voilà. Merci. Alors, tu as considéré que la requalification de la zone de la Tuilerie pouvait être une opportunité parce que c'était un lieu qui était pivot entre 4 quartiers, le centre-ville, Opéra, Atlantis et puis la zone d'activité de Massy-Europe, je crois. Et ça pouvait être un vrai lieu de vie. Comment tu penses désormais tu pourrais nous présenter cette proposition en commençant peut-être par ce qui a guidé, ce qui t'a orienté au début? Donc, il y a une des choses que je trouve intéressante de vous partager, c'est l'évolution de la ville de Massy. Là, on ne voit plus. Voilà. Merci Mathieu. Mais c'était les premiers habitants de Massy, ils se sont mis sur le mont Godon, en Piémont, en hauteur, pardon, parce qu'il y avait la forêt, le gibier, toutes les ressources nécessaires pour vivre. Après, Massy, c'est devenu une ville agricole, puis une ville industrielle. Et... Alors, on va le faire apparaître. Et on voit bien que Massy s'est créé par quartier, donc, parce qu'il y a eu des lotissements pour les industries, et ensuite l'arrivée du train. Et c'est ce qui fait qu'il y a une identité très, très forte de quartier, qu'il y a des typologies d'habitation très différentes entre quartiers, et donc on ne vit pas de la même manière selon où on habite dans Massy. Non, parce que c'est très intéressant, l'évolution de Massy. On va vous le faire apparaître. C'est les aléas du direct. Voilà. Moi, j'ai trouvé cette évolution par les cartes de Massy hyper intéressante, même si je suis pas sûr que même les vieux Massickois réalisent vraiment. Voilà. Ok. D'accord. Je vais revenir en arrière. On va revenir au Voilà. premier, voilà. C'est ça. Là, c'est le mont Godon, donc vraiment en hauteur. Ce qui pose aussi la question, puisque le stade est en dessous. Moi, je pense qu'il y aura peut-être des questions de son qui vont aussi monter vers le vieux Massy. C'est une hypothèse que j'ai vue. Si, c'est d'un point de vue acoustique, tu as complètement raison. Le son va se... Donc, le lotissement des graviers qu'on voit ici, dans les années 60 et l'après-guerre, il y a eu un grand besoin de construction de logements. Donc à Massy, il y a eu aussi longtemps des bidonvilles. Et là, c'est ce qui nous intéresse, avec le centre commercial qui apparaît et qui a été vraiment pensé comme un centre commercial de périphérie, en fait. On devait y aller en voiture et qui, au fur et à mesure du temps, s'est retrouvé encerclé par la ville. Et puis, du coup, ça explique sa forme aujourd'hui qui n'est pas du tout adaptée au tissu urbain. Donc, les années 2000, on voit vraiment toute la densification avec Atlantis, Villénis, Villebran. C'est assez impressionnant par carte. Merci. Donc ça, c'est un peu le constat que tu faisais autour de l'histoire. Et si tu nous introduis un peu ce projet qui nous a beaucoup plu, qu'on a lu ton mémoire, qui peut être un projet alternatif pour cette zone. Juste avant, il y a un tout Pardon, petit deuxième constat. C'était aussi que beaucoup d'espaces de liberté et d'espaces publics, les espaces le parc étaient aux extrémités de la ville et qu'on avait peu de places de liberté. Les deux principaux, c'était peut-être la place du Grand Ouest et la place de France, mais qui étaient très minérales
est très peu aménagé pour en profiter sans consommer, en tout cas pour la place à Atlantis. On a un peu de place de qualité pour vivre en extérieur et se rencontrer. Mais c'est important, désolé. Et un autre élément qui a été important aussi pour construire mon projet, c'était de m'intéresser à la géographie de Massy. Donc à Massy, il y a la Bièvre qui passe au-dessus. Et il y a des ruisseaux qui passaient à travers Massy, donc, par exemple le rue des Gains, et qui ont été canalisés. Donc on ne voit plus la trace. Et voilà, on peut les voir aussi, le rue des Graviers, le rue des Gains, qui suivent un peu le talus des trains. Pour moi, c'était important pour se baser sur un projet de comprendre la géographie et que les Massicois puissent aussi comprendre leur géographie, qu'il y ait une histoire commune qui puisse être partagée dans la ville pour faire projet. Et donc, la Bièvre, actuellement, elle est remise en surface dans beaucoup d'endroits. Et la remise en surface s'arrête à peu près à Massy, où elle retourne sous terre jusqu'à Paris. Oui. Et donc le but, c'était de s'inscrire dans un projet à plus grande échelle et de continuer ce travail sur les rues à Massy, là où c'est possible de les retrouver, quand c'est pas possible de les signifier. Et c'est déjà le travail qui a été un peu entrepris dans le quartier des Tuileries, justement, donc de poursuivre ce travail. Les ruisseaux aussi peuvent servir à améliorer la circulation dans la ville et à créer des espaces de qualité, des espaces de fraîcheur pour se déplacer, c'est recréer de la largeur là où ils passent et s'en servir. Et le deuxième point de mon projet, du coup, c'était au centre à peu près géographique de la ville, le seul espace où il est encore possible de travailler et de construire quelque chose d'intéressant, c'était l'espace du carrefour actuel. Donc j'en faisais un point central. Donc ça, c'est l'état actuel. Quand on est piéton, et c'est pas facile d'accéder au site. Et en plus, on se retrouve dans une mare de parking. Donc ça, c'est le projet zoomé sur le quartier des Tuileries. Donc le principe, c'était de désimperméabiliser le plus possible. Il y avait aussi l'enjeu de relier les quartiers. Comment on fait pour relier des quartiers qui ont un urbanisme très différent, des trams, des rues, une organisation différente, des échelles d'habitat différentes. Donc le principe, c'était d'être plus haut vers Massy et Atlantis, plus on se rapproche du centre de Massy, de réduire un peu la taille des constructions, de concentrer là où on construit, là où c'est déjà imperméabilisé, d'utiliser l'eau qui passe comme un élément de promenade. Non, peut-être pas fait dans l'ordre de mon explication. Donc, on passerait, oui, je crois, à 20 hectares imperméabilisés à 11 hectares, 14 hectares imperméabilisés. Et le but, c'est de continuer à avoir des fonctions diversifiées, d'avoir du commerce, mais de continuer à diversifier les services pour que plus de personnes puissent y aller sur le site et en intérêt à aller sur le site. Donc le sport, la promenade, le jeu, et peut-être essayer aussi de sortir d'une offre standardisée, de continuer avec l'histoire de Massy. Donc j'avais mis un verger, c'est peut-être anecdotique, mais il y a, je pense, des choses à trouver dans l'histoire de Massy. Il y avait aussi l'idée d'avoir des accès piétons au site. Donc, le tunnel près du tram, d'en faire un tunnel piéton et cycliste. Par exemple, les enfants d'Atlantis avec ce projet, peuvent aller à pied au collège qui est juste de l'autre côté du collège d'Hydro, qui est juste de l'autre côté. Voilà un exemple concret d'une mobilité douce entre deux zones qui ne sont pas si loin finalement que ça. Voilà, le but, c'est de créer un véritable centre-ville qui a plusieurs services, fonctions,
des locaux pour les associations, du jeu, etc., pour qu'il y ait une vraie vie de quartier. C'est à peu près la réflexion qu'il y avait eu. Merci Nina, je crois qu'on peut l'applaudir. Tout ça, c'est une esquisse, c'est pour nous aider à réfléchir sur ce qu'on peut faire. Alors souvent, le maire nous oppose en disant mais vous ne pouvez rien faire, racheter tout ça aux propriétaires actuels, c'est impossible, il n'y a que les gens qui mettront un gros d'accord sur la table pour acheter qui pourront faire quelque chose. Nous, on a l'impression qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est pour ça qu'on a interrogé Jean-Baptiste, dont c'est un peu les fonctions et la spécialité. Donc, première question, c'est ton analyse sur ce projet de stade. Et ensuite, j'aurais une deuxième question sur quels moyens on peut trouver dans ce qui existe pour faire autre chose. Merci Jean-Baptiste. Merci Karim, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Tout d'abord, ce dont il est question, là concrètement, c'est comment on fabrique notre ville, comment on organise l'espace, comment on définit quelles sont les priorités d'intervention. Et souvent, même de manière systématique, la manière dont l'aménagement se fait est en réalité le reflet des tendances, des affrontements, des rapports de force qui ont lieu dans la société. Ce qu'on voit notamment sur ce projet, c'est qu'en fait, il est assez symptomatique de deux modes de réflexion, d'aménagement, d'intervention qui s'affrontent actuellement. D'une part, on a la modalité, disons, néolibérale, qui est celle qui guide depuis 30, 40, 50 ans l'aménagement de nos villes, avec le renforcement de la logique de métropolisation, avec le renforcement de la densification, avec aussi la mise en concurrence des territoires. Alors là, c'est Poissy contre Massy pour attirer le PSG, cet investisseur qui va créer de l'emploi, qui va revivifier le territoire, mais c'est une dynamique actuelle entre tous les territoires qui vont se battre pour attirer l'activité économique et prier pour que les investisseurs, les capitalistes, viennent investir sur ce territoire. En réalité, ce que montrent notamment les analystes du mouvement de la géographie radicale, qui est une des écoles de géographie, alors aussi un peu d'origine marxiste aussi, mais qui analyse ce mouvement-là, c'est qu'on est dans une situation où l'aménagement de la ville sert principalement à utiliser les surplus accumulés par les capitalistes. Les capitalistes, ils accumulent des surplus, ils accumulent, et ils vont essayer d'utiliser ces surplus dans une visée lucrative. Donc historiquement, on construisait au début du 19e, 20e siècle des immeubles de rente. Mais maintenant, on va construire des nouveaux centres d'activité, on va construire toujours de la rente immobilière évidemment, on va construire des data centers, on va construire des activités culturelles ou sportives comme celle avec le stade du PSG. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que dans cette tendance néolibérale, un des éléments très marquants, c'est le rôle que joue la puissance publique, qui, là où à une époque, elle s'était positionnée comme planificatrice, régulatrice, avec par exemple les logiques d'hygiénisme qui ont marqué le 18e, le 19e siècle, avec l'organisation du métro, etc. Maintenant, il y a une logique où la puissance publique va se mettre à la disposition de ces investisseurs pour faciliter les investissements. Par exemple, très concrètement, sur des projets comme ça, vous allez vous rendre compte que ce qui était impossible il y a 10 ans, par exemple, pour doubler la fréquence des RER le soir, le RER B parce que ça coûte trop cher, c'est pas rentable, la région ne veut pas, tout d'un coup va devenir possible. Parce que là, on a une puissance publique qui va réussir à se mettre au service de ce projet-là. Et en fait, c'est quelque chose d'assez caractéristique et d'assez commun, malheureusement, c'est que tout de suite, quand des intérêts venus plutôt d'en haut, venus pas d'en bas, sont fortement facilités par la puissance publique qui va mettre à disposition des fonciers, mettre à disposition des réseaux de transport. On a un autre exemple où, par exemple, la Trappe, ils sont en train d'installer un data center. Nous, on n'a pas du tout été concertés, on n'a pas du tout été consultés. Data center qui serait le plus grand actuellement en termes de puissance en Ile-de-France. Et bien là, comme par hasard,
RTE, donc le transporteur d'électricité en France, est en train de réfléchir à une liaison qui viendrait depuis la Somme pour pouvoir alimenter ce data center. Là où il y a des centaines de millions d'euros d'investissement qui seraient plus prioritaires sur le territoire, dans la règle de logement, les énergies renouvelables, les réseaux de chaleur, etc. Donc, d'une part, ce projet, à mon avis, il s'inscrit dans cette logique plus globale de cette modalité d'aménagement néolibérale avec la puissance publique qui se met à son service. Notamment, là, on sait que sur le stade du PSG, c'est des discussions qui se font directement avec Valérie Pécresse, qui propose des fonciers, et qui se font avec aussi les différents visiteurs réguliers de la tribune du PSG, que vous connaissez probablement. Donc ça, c'est un premier élément. Et en face de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre modèle d'aménagement. L'aménagement, il faut s'en rappeler, c'est avant tout une question d'utilité publique, et c'est une question intimement politique. Avant d'être une question d'équilibre financier, d'équilibre économique, c'est une question politique. La manière dont on aménage l'espace, dont on choisit si on veut des logements, si on veut des espaces verts, si on veut des espaces qui soient plutôt publics ou plutôt privatisés. Ce sont des questions intimement politiques et qui, comme tout ce qui est politique, doivent faire l'objet d'un consensus, d'une discussion, d'une argumentation démocratique et politique à toutes les échelles, mais en premier lieu au niveau local. Actuellement, en matière d'aménagement, notamment sur ce foncier là qui fait 20 hectares, c'est vraiment, comme le disait Lina, c'est le cœur de Massy, c'est un quartier qui pourrait avoir des fonctions centrales. Actuellement, en tout cas, le besoin, si on gouverne par les besoins, il y a quand même 3 directions principales vers lesquelles ce projet pourrait aller. La première direction, c'est évidemment la priorité écologique. La logique écologique, ce serait de dire qu'on sait qu'on aménage un quartier, on aménage pour 50, 100, 150 ans, parfois même plus, avec une inertie très très forte. Nous, on s'est rendu compte en travaillant sur Trappes que, par exemple, on est en train de travailler pour recréer un chemin qui est emprunté par les Mérovingiens, donc c'est il y a 1500 ans, et qui pourtant, dont le tracé est encore visible aujourd'hui dans l'organisation de la ville. Donc en fait, c'est des choix vraiment de long terme. Donc déjà, on construit la ville pour que celle-ci soit vivable, habitable, en 2050 et en 2100. Je ne vous fais pas le tableau, évidemment, des prospectives climatiques actuelles, mais on est sur un scénario d'adaptation en France, on est entre plus 3 et plus 4 degrés. Ça veut dire que, notamment sur les pics de chaleur, on pourrait avoir des deltas qui seraient parfois de plus de 10%, plus de 10 degrés supérieurs à l'époque actuelle. Ça veut dire qu'une des premières priorités, c'est qu'on soit des quartiers qui sont rafraîchis, où on retravaille les travaux écologiques. Par exemple, une des règles préconisées par les urbanistes actuellement, c'est la règle des 3, 30, 300. Alors vous ne savez pas encore ce que c'est, mais on va essayer d'expliquer. La règle des 3, 30, 300, c'est vraiment 3. 3, ça veut dire qu'on souhaiterait que chaque citoyen puisse avoir, en ouvrant la fenêtre depuis chez lui, 3 arbres à proximité immédiate, qui ont des fonctions de rafraîchissement, des fonctions de bonne humeur, des fonctions écologiques, etc. La deuxième règle, c'est la règle des 30% de canopée. La canopée, c'est quand vous regardez depuis le ciel, c'est la part, en gros, de la cartographie qui est composée d'arbres qui sont suffisamment grands pour faire de l'ombre. L'objectif, c'est d'arriver à 30%. Sur des villes comme Massy, mais comme c'est le cas là où moi je travaille à Trappes, on est plutôt à 10-12%. Ça veut dire qu'il y a un enjeu prioritaire, et ça, vous rendez compte, en fait. Vous ne calculez pas la canopée quand vous vous promenez chez vous. Mais par contre, sensiblement, vous savez qu'entre le quartier de la Gare où vous arrivez sur le parvis où il n'y a pas un seul arbre, et le parc Georges Brassens qui est un peu plus loin, il y a une différence très très sensible. C'est évident ce que je dis, mais visiblement pas toujours pour les urbanistes ou les gens qui réfléchissent à la ville depuis la mairie ou depuis le siège du PSG. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est l'enjeu que l'urbanisme, l'aménagement d'aujourd'hui, il doit répondre aux besoins concrets du territoire. Les besoins concrets du territoire, c'est quoi ? Déjà, c'est dur de les identifier tout seul, avec des bureaux d'études d'experts, etc., qui peuvent apporter leur expertise, etc., mais il y a une dimension démocratique très forte. Par exemple, sur ce quartier, on pourrait se poser la question de quelle typologie de logement on veut, quels équilibres on veut. Est-ce qu'on veut des logements qui soient accessibles pour pouvoir loger
nos enfants quand ils vont pouvoir avoir s'acheter ou louer leur premier logement? Est-ce qu'on veut des logements sociaux? Est-ce qu'on veut des logements avec de l'accession aidée? Est-ce qu'on veut des logements à 9 000 € le mètre carré pour pouvoir loger les gens qui habiteraient là d'une bagarre et qui travailleraient autre part et qui ne feraient pas vivre le commerce du coin? Il y a une première question là-dessus, c'est une question qui est éminemment politique. Un promoteur, il va arriver à vous dire, bah oui, de toute façon, Massy, RER B, RER C, je peux loger n'importe qui cherche à la région parisienne est prêt à venir loger. Donc j'ai visé des classes moyennes supérieures aisées, mais qui n'ont pas forcément vivre le quartier. Il y en a aussi des gens qui vivent le quartier, heureusement, mais avec des logiques de gentrification, etc., qui déstabilisent et font vivre autrement la ville derrière. Ça, c'est la deuxième question sur la question du logement, mais aussi des espaces publics. Quand vous faites un promoteur, sur ce projet, on vous dit bah oui, mais ça coûte très cher, il faut dépolluer, etc. Et le premier critère qu'on vous oppose toujours, c'est la rentabilité. Mais l'aménagement, c'est pas rentable. Le logement social, c'est rentable pour personne, sauf pour ceux qui logent. Les espaces verts, c'est rentable pour personne. Il n'y a personne qui se fait qui peut investir là-dedans et gagner de l'argent là-dessus. Alors que pourtant, l'espace public commun auquel on peut accéder, c'est le cœur du fonctionnement d'une ville, du fonctionnement démocratique d'une ville, du fonctionnement de la vie de la ville. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième enjeu de quoi on a besoin. Et le troisième enjeu, très concret, c'est la question démocratique, évidemment. C'est que tous ces choix sur où on va, quels équilibres on maintient, quelles transformations on opère aussi, c'est des choses qui peuvent se faire uniquement avec le territoire. Et c'est là où, évidemment, même la logique de référendum, c'est la première étape. L'étape suivante, c'est et c'est ce qui a été amorcé, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut à la place, ou qu'est-ce qu'on voudrait faire autrement. Avec, il y a peut-être 2 ans, 3 ans de discussion avec tout le monde, avec chacun, on appelle ça alors nous les technocrates, on appelle ça l'expertise d'usage, mais c'est concrètement ce que chacun vit. Alors c'est par exemple l'exemple qu'on donnait sur comment est-ce que les enfants ils vont jusqu'au collège s'ils habitent au quartier Atlantis. Ça, c'est des exemples très très concrets. Donc voilà. Donc il y a vraiment cet enjeu démocratique qui est vraiment central, et il faut s'appuyer sur l'expertise de chacun, et il faut aussi être en mesure d'assumer que ça peut être déficitaire une opération d'aménagement. C'est un investissement public pour l'avenir, pour demain, pour les enfants, pour une ville apaisée, rafraîchie en 2050. Donc c'est pas juste uniquement je vais vendre des logements à tel prix, le plus cher possible, qui vont payer la route qui y mène et qui vont payer le petit et les parkings à côté, en gros. C'est pas ça l'aménagement. Donc ça c'est le deuxième élément. Et concrètement, comment est-ce que ça pourrait s'organiser? Voilà, les outils. Voilà, les outils. Et très concrètement, comment ça pourrait s'organiser? Je donne un exemple un peu de nous, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire à Trappes. Une première chose qu'on est en train de faire, c'est que on se pose la question à l'échelle du territoire de la ville de Trappes. Donc Trappes, c'est 35 000 habitants, c'est pas Massy, c'est un peu plus petit, mais on a des enjeux similaires. On a aussi un corridor ferroviaire au milieu, on a aussi une part importante de logement social, de familles modestes, de familles monoparentales, de diversité, de gens qui ont en moyenne un peu plus de difficultés que dans d'autres endroits. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est en train de commander une grande étude qu'on a appelée Trappes 2050. On a sélectionné d'ailleurs une des meilleures urbanistes de France, qui a été Grand Prix de l'Ouest l'année dernière, pour travailler là-dessus, pour identifier c'est quoi les grands équilibres qu'on visait. La part de canopée, l'équilibre entre les différents types de logements, la part entre l'espace public et l'espace privé, le nombre de parcs qu'on veut développer, les équipements publics qu'on veut créer, les continuités, les liens qu'on veut recréer entre les quartiers, entre les populations, entre les gens. Par exemple, un des éléments qu'on porte, c'est la question de comment est-ce qu'on peut vraiment faire de la mixité sociale à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la cage d'escalier. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire, et c'est la première étape, c'est se poser, savoir vers où on va. Et ça, évidemment, ça se fait collectivement. La deuxième étape, c'est par exemple, nous, quelque chose qu'on a sur un domaine un peu plus opérationnel, on a la route nationale qui traverse la ville qui va être enfouie sous 8 mètres, et qui va retisser le nord et le sud de la ville. Vous, ça pourrait être un peu un cas similaire. Si ce projet devait se faire, en fait, il retisserait vraiment le lien entre l'est et l'ouest de la ville. Et dans ce cas-là,
La deuxième étape, c'est de prendre une étude urbaine un peu plus opérationnelle pour travailler sur un projet urbain, avec aussi une co-construction. On est en train de travailler sur on appelle ça des acteurs-chercheurs, mais en gros, c'est des habitants qui vont participer tout au long du processus, du début du diagnostic jusqu'aux conclusions, pour accompagner l'équipe municipale dans les choix qui vont être retenus. Donc là, c'est une deuxième chose qu'on a fait, donc c'est vraiment une étude, on appelle ça une équipe d'architectes urbanistes, qui va rassembler toutes les compétences spécifiques pour trouver le bon projet pour la ville. Donc par exemple, nous, sur Trappes, l'architecte qui est retenu, elle s'appuie sur une équipe spécialiste paysagiste espace public, une équipe spécialiste en mobilité, parce qu'il y a tout un enjeu de comment est-ce qu'on circule, une équipe spécialiste en développement commercial, une équipe spécialiste en programmation logement et en équipement public, et ils mettent toutes ces compétences-là à disposition pour avancer sur le projet. Et ensuite, sur la base de ça, on arrive ensuite, là on se rapproche de plus en plus de choses très concrètes. Sur la base de ça, on va lancer ensuite le projet sur le quartier. Pour lancer le projet sur le quartier, c'est là où la puissance publique, malgré tout, n'est pas dépourvue. Alors on vous dit que peut-être qu'il n'y a pas de solution, mais en tout cas, il n'y a pas d'endroit où on trouve des solutions. Il y a des outils juridiques qui existent, des outils financiers de portage foncier qui existent. L'outil le plus classique, c'est la déclaration d'intérêt d'utilité publique. Quand vous avez de l'intérêt général sur un projet, le préfet, à la demande de la commune ou à la demande de l'agglomération, peut déclarer l'utilité publique sur une parcelle. Ça veut dire que sur toute cette parcelle, la puissance publique peut se retrouver acquéreuse. Il y a un juge d'expropriation qui fixe un montant, qui est un montant correct, parce que c'est fixé au prix des domaines, et la puissance publique peut se porter acquéreuse, vu qu'il y a un intérêt général, ce qui est systématiquement avéré sur des projets de cette ampleur-là. Première chose. On a aussi des outils financiers. On vous dit que ça coûte trop cher, mais vous avez les outils qui servent à faire le portage foncier. Rien que dans le coin, là, sur Massy, vous en avez déjà deux qui agissent. Vous avez l'établissement public foncier d'Île-de-France. Lui, son rôle d'établissement public foncier, c'est de, quand les communes n'ont pas forcément l'argent ou la trésorerie, en tout cas, pour acheter, elle va le faire portage pendant 5 à 7 ans. Elle va acheter le foncier et elle va ensuite le revendre au bout quand le projet arrivera à son terme. Pour, par exemple, un bailleur social, il le revend à 180 € le mètre carré de la surface de plancher. Et c'est le prix, en gros, qui permet ensuite au bailleur de faire son projet et de louer à un prix conforme au prix en vigueur. Pareil, vous avez l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Chaque année, c'est 110 millions d'euros de budget. Lui, son rôle aussi, il a toutes les compétences pour acquérir. Il peut avoir les DUP, donc les déclarations d'utilité publique, derrière, il peut aménager. Donc voilà, et donc très concrètement, il y a des outils pour acquérir la maîtrise foncière. Et derrière, une fois on définit plus finement le programme, les objectifs, projet par projet, école par école, bâtiment par bâtiment. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment sur les logements, c'est faire de l'habitat participatif, ça veut dire sur une partie des logements, vous allez dire, c'est les futurs gens qui vont entrer là-dedans, ça peut être des locataires, ça peut être des futurs propriétaires, qui vont définir, qui vont choisir comment va être construit le logement, etc. Donc en fait, du tout début, où vous ne savez pas où vous voulez aller, mais on sait qu'il y a un enjeu de définir le projet, jusqu'au moment où on aménage le choix des aires de jeu, on aménage les typologies de logement, il y a de la place pour la planification démocratique, tout en associant les différents enjeux de logement, de planification écologique, etc. en jeu. Donc voilà. Merci beaucoup.